Nous allons voir ensemble les tests cliniques des paires 7 à 12, qui est la suite des tests cliniques des paires 1 à 6. Comme prérequis, pour suivre cette capsule, je vous propose de regarder l'examen clinique des nerfs crâniens. Il faudra le mettre en lien avec les autres examens spécifiques des différentes parties du corps, les autres capsules, notamment celle des tests cliniques des paires 1 à 6, l'examen neurologique périphérique et les vertiges, ainsi que les autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. L'objectif sera de maîtriser les tests des nerfs crâniens de 7 à 12, et aussi évidemment de 1 à 6, pour pouvoir les intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. Donc le nerf facial, la 7e paire crânienne, une paralysie faciale d'origine centrale préservera la partie supérieure des muscles de l'hémiphase concerné. Une paralysie faciale d'origine périphérique réalisera une atteinte complète des muscles de l'hémiphase concerné. Le plus fréquemment, il s'agit de la paralysie faciale aiguë idiopathique, dite affrigorée. Au repos, le côté paralysé est lisse avec un effacement des rides, une déviation de la bouche du côté sain et l'ouverture de l'œil. Cette asymétrie est majorée par la mimique spontanée ou volontaire. Le signe de Charles Bell correspond à l'impossibilité de fermer les paupières du côté paralysé. La traction de la langue entraîne une déviation de celle-ci du côté sain, du fait de la déformation de la commissure labiale paralysée. Le signe de Sook, les cils paraissent plus longs du côté paralysé. Le trajet anatomique du nerf facial, donc avec la proximité avec le nerf cochléo-vestibulaire au niveau de l'entrée dans le méa auditif interne et le passage de la glande parotide. Donc ce trajet anatomique le rend vulnérable à certaines atteintes iatrogènes, comme la chirurgie du neurinum de l'acoustique et la chirurgie de la glande parotide. Alors les questions à poser, c'est ressentez-vous un œil sec, ressentez-vous une anesthésie ou des fourmillements ou des douleurs au niveau de l'oreille? Avez-vous une altération du goût, une sensibilité au bruit? Les tests à réaliser seront donc d'observer la face au repos à la recherche d'asymétrie et de demander des mimiques aux patients par imitation. Un grand sourire, hausser les sourcils, siffler, fermer les yeux fortement. Le nerf cochléo-vestibulaire, donc le 8, je vous invite à regarder donc, les capsules sur le syndrome vestibulaire. Donc les questions à poser vont être donc souffrez-vous de vertige, d'acouphènes, d'hypoacousie, de nausées? Les tests à réaliser pour le nerf vestibulaire vont être donc le signe de Romberg labyrinthique. Alors lors de la station debout, les pieds joints, les index sont tendus et il apparaît une inclinaison latérale lente de l'axe du corps ou une déviation des index dans un plan horizontal après quelques secondes d'occlusion des yeux. Cette déviation se fait toujours dans le même sens. Donc on va faire aussi le test de la marche aveugle. On demande au patient de réaliser une succession de séquences de 3 pas en avant et 3 pas en arrière, les yeux fermés. On observe, en cas de trouble vestibulaire, une déviation latérale qui donne un aspect caractéristique de marche en étoile. On va pouvoir observer aussi un nystagmus. Le nystagmus est un mouvement involontaire, physiologique, rythmique et conjugué des yeux, fait de 2 secousses inégales, l'une qui est lente et l'autre rapide, cette dernière définissant arbitrairement le sens du nystagmus. Le plus souvent, il n'apparaît que lors de la poursuite oculaire. Donc quelques secousses nystagmiques rapidement épuisables, n'apparaissant que dans les regards extrêmes, n'ont pas de valeur sémiologique. Le nystagmus peut être horizontal, il peut être horizonto-rotatoire, rotatoire, vertical ou multiple. Le praticien observe l'éventuelle expression pathologique du nystagmus. Il peut être spontané, répété, exacerbé à la fin d'un mouvement. Alors pour le nerf vestibulaire, donc quelques résultats. Quand dans le signe de Romberg labyrinthique, la déviation des index, les latéropulsions à la marche se font du côté lésé, donc du même côté que la secousse lente du nystagmus, on décrit un syndrome vestibulaire dit harmonieux qui traduirait un syndrome vestibulaire périphérique. Dans ce cas, on a fréquemment une grande crise rotatoire, clouant le malade au lit, avec des vomissements et une anxiété, et la sémiologie cochléaire est souvent présente. On va avoir des acouphènes, donc des bourdonnements d'oreilles, et une hypoacousie. En contraste, dans le syndrome vestibulaire central, le syndrome est dit disharmonieux. En effet, avec la discrétion du vertige, le nystagmus est volontiers franc et parfois localisateur, donc rotatoire, ce qui fait penser à une lésion bulbaire, ou verticale, pour les lésions mésencéphaliques.
Les autres anomalies d'examen, donc signes de Romberg, déviation des index, sont absents ou non systématisés. Il n'existe habituellement pas de signes cochléaires. Il existe fréquemment des signes neurologiques associés d'atteinte du tronc cérébral. Alors les questions à poser pour le nerf cochléaire, c'est est-ce que vous entendez bien? La réponse c'est comment? Et les tests à réaliser pour le nerf cochléaire, on fait répéter au sujet des syllabes chuchotées. Alors pour les tests à réaliser, voilà quelques explications sur l'épreuve de Weber. Il faut savoir que le mode de transmission des sons par voie aérienne est le mode de transmission mis en jeu au cours de la vie des relations sociales. Il fait intervenir successivement l'oreille externe, donc le pavillon, et le conduit auditif externe, l'oreille moyenne, le tympan et les osselets, qui assurent le passage de la vibration sonore de l'air vers le milieu liquide de l'oreille interne, avec amplification de 40 décibels, et l'oreille interne, qui transforme les vibrations en potentiel électrique. Ensuite, on a le nerf auditif et la voie auditive centrale. Mais un mode de transmission des sons par voie osseuse est utilisé dans un but diagnostique et met en jeu essentiellement l'oreille interne où la vibration sonore est transmise directement à travers l'os temporal vers la cochlée. Un diapason en vibration est placé sur le front du sujet qui perçoit une vibration sonore. Si le sujet présente une audition normale et symétrique, il perçoit la vibration au milieu du front, dans le crâne. On dit que le Weber est indifférent, car la conduction osseuse est symétrique. Et si le sujet présente une surdité de perception, donc un déficit de l'oreille interne du côté droit, il perçoit la vibration sonore du côté gauche. On dit que le Weber est latéralisé du côté sain, car la conduction osseuse est privilégiée du côté sain. Si le sujet présente une surdité de transmission, donc un déficit de l'oreille moyenne et externe du côté droit, il perçoit la vibration sonore du côté droit. On dit que le Weber est latéralisé du côté malade. La conduction osseuse est privilégiée du côté malade car l'atteinte de l'oreille moyenne protège l'oreille interne du bruit de fond de l'extérieur. Les nerfs crâniens 9, 10 et 11, donc le 9 le glossopharyngien, le 10 le vague et le 11 le bulbaire spinal. Donc quelques rappels, il faut savoir que la symptomatologie déficitaire de ces nerfs est souvent intriquée d'une pathologie régionale. Quelles sont les questions à poser? Souffrez-vous de fausses routes nasales, de fausses routes laryngées, de dysphagie, donc des difficultés à déglutir, de dysphonie, des modifications de la voix, avec une voix nasonnée ou bitonale, d'hypoesthésie de l'amygdale, du voile du palais, du pharynx, d'agueusie, arrivez-vous à tousser? Souffrez-vous de douleurs profondes de l'oreille, du pharynx, des amygdales, de la partie postérieure de la langue, avec une impression de goût bizarre dans le fond de la langue, et éventuellement des anomalies du rythme cardiaque. À l'examen clinique, donc, il faudra tester le réflexe nauséeux. Alors, il faut savoir qu'il est déclenché en stimulant la paroi postérieure du pharynx, avec un coton-tige par exemple. Les zones à stimuler se trouvent de part et d'autre de la luette, vers la zone postérieure du larynx. Lorsque la réaction est positive, on peut observer une élévation symétrique de la luette et un haut le cœur, voire des nausées. Pour tester le réflexe du voile du palais, à l'aide d'un abaisse-langue, on refoule cette dernière vers son plancher afin de laisser le passage libre à un second abaisse-langue ou à un coton-tige qui va exciter le voile du palais. La réaction normale est une contraction-élévation du palais mou. Donc, on fera parler le sujet. On aura une voix nasonnée qui peut signifier une paralysie d'un hémivoile du palais, du 10. Une voix bitonale peut signifier une paralysie du larynx. On va observer la luette du sujet. En cas de paralysie d'un hémivoile, la luette est déplacée du côté sain. Ce déplacement est augmenté en cas d'émission de son. Donc le signe du rideau est un signe qui traduit la paralysie de l'hémipharynx. La paroi postérieure du pharynx dévie du côté sain quand on prononce le son A. Observez les volumes, il faudra observer donc les volumes des muscles sternocléido-mastoïdiens et du trapèze supérieur, et il faudra tester ces muscles contre résistance pour évaluer leur force. Alors quelques rappels sur les nerfs récurrents ou nerfs laryngés inférieurs, qui sont des branches motrices du 10. Le nerf laryngé récurrent droit est uniquement cervical, inné du nerf vague, en avant de la partie rétroscalénique de l'artère sous-clavière et en arrière du confluent veineux brachiocéphalique. Il contourne en bas l'artère sous-clavière pour remonter le long du bord droit de la trachée.
derrière l'artère carotide commune pour gagner l'angle trachéo-œsophagien et la loge thyroïdienne. Donc le nerf laryngé récurrent gauche est à la fois cervical et thoracique. Il naît à gauche de la crosse de l'aorte, il passe en arrière du pédicule pulmonaire gauche, il contourne l'aorte d'avant en arrière et remonte dans l'angle trachéo-œsophagien gauche en direction de la loge thyroïdienne. Le nerf récurrent gauche est plus interne que le droit dans l'angle trachéo-œsophagien. Chaque nerf laryngé récurrent se termine en nerf laryngé inférieur qui pénètre sous le muscle constricteur inférieur du pharynx entre chaton cricoïdien et corne inférieure du cartilage thyroïde. Ils assurent l'innervation motrice de tous les muscles intrinsèques du larynx, à l'exception du muscle cricothyroïdien. Une altération de la voix peut être liée à une atteinte proximale du nerf vague entre le tronc cérébral et l'osioïde, et on aura à ce moment-là une paralysie du voile du palais et une voix qui sera nasonnée. Alors qu'une paralysie du nerf vague, liée à une atteinte plus basse, dite distale, entre l'osioïde et la partie aortopulmonaire à gauche et l'artère sous-clavière à droite, aura pour conséquence, pour atteinte des nerfs récurrents, une voix bitonale. Le nerf hypoglosse, donc le 12, quelques rappels, l'atteinte du 12 affecte tous les muscles intrinsèques et extrinsèques de la langue, ainsi que les muscles sous-iloïdiens. Le muscle myloïdien et le ventre antérieur du digastrique sont innervés par le nerf mandibulaire 5-3. Les questions à poser, c'est êtes-vous gêné pour parler, pour mastiquer ou pour déglutir en cas de paralysie bilatérale? Et les tests à réaliser seront là. Donc il faut savoir que la paralysie unilatérale du 12 va entraîner une déviation de la langue du côté sain au repos et du côté lésé lorsque la langue est projetée en avant.